Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Arthur Foucher, journaliste et analyste indépendant. Il était dans le Haut-Karabakh pendant la guerre qui s'est terminée récemment pour couvrir les attaques dans la région. Bonjour Monsieur Foucher, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc vous étiez sur place pendant un certain temps et beaucoup de journalistes aussi étaient sur place et ils ont tenté de couvrir la guerre en partie ou entièrement, ce qui se passait pour les civils. Et maintenant qu'il y a le cessez-le-feu, certains journalistes racontent qu'au vu de la situation là-bas sur place, il y avait un sentiment général de défaite, c'est-à-dire que leur sentiment personnel sur place, ce n'était pas une victoire arménienne, mais au contraire, que tout droit, c'était une direction qui menait vers un gouffre pour l'Arménie. Est-ce que vous, qui étiez sur place, avez-vous également eu ce même sentiment-là ? Oui, alors justement, très bonne question, je vais expliquer ce sentiment qui était assez mitigé. Déjà, je rappelle que j'y étais du 30 octobre au 5 novembre, donc 7 jours, et que j'étais basé donc à Stepanakert, mais que je me suis rendu aussi bien sur le front de Chouchi que sur le front de Martakert. Le sentiment était que, au vu de l'intensification des bombardements, aussi bien évidemment à Chouchi et sur les différents fronts, mais bien évidemment aussi à Stepanakert. Je fais notamment allusion à une roquette qui a complètement ravagé le vieux marché ou également la maternité de l'hôpital central de Stepanakert. Donc dont nous avons été témoins, que nous avons pu authentifier sur place et vérifier les différentes armes utilisées. Au vu de ce climat, avec l'intensification notamment des combats la nuit sur Chouchi, et les informations que nous avions en parallèle, nous sentions que tout pouvait basculer à tout moment. Or, comme vous le savez très bien, Chouchi était un point extrêmement stratégique, aussi bien pendant cette guerre que pendant la première guerre qui s'est terminée en 1994, donc la prise de Chouchi du 9 mai 92, mais par les Arméniens. Donc tous ces précédents faisaient sentir qu'il y avait un grand sentiment d'insécurité et qui, comme je le disais, parallèlement était corroboré par l'intensification des bombardements et des informations que nous avions. Cependant, au vu des discussions et des interprétations que nous pouvions faire au niveau de la guerre et notamment des capacités de résilience des Arméniens du Haut-Karabakh, notamment dans la première guerre, nous savions que si on en arrivait à un niveau de guérilla, c'est-à-dire vraiment de combat rapproché, quand bien même l'Azerbaïdjan aurait pris Chouchi et dévalé à Stepanakert et aurait eu un petit peu le champ libre, cela ne voulait pas forcément dire que la guerre aurait été arrêtée. Ils auraient pris possession, mais il y aurait pu avoir pendant les jours, les semaines, voire les mois qui suivent, des combats très sévères, peut-être des renforts de volontaires, des renforts de soldats, et que vu leur expérience de terrain, puisqu'ils vivent, ce sont souvent des jeunes qui vivent ici depuis longtemps, contrairement aux jeunes Azerbaïdjanais qui, contrairement à la génération des parents qui ont combattu dans la première guerre, connaissent moins le terrain, il y aurait pu avoir un combat beaucoup plus équilibré malgré la supériorité technologique, notamment les drones qu'on a pu authentifier. Vous le verrez dans l'article que j'ai écrit pour la revue Diplomatie il y a 2 semaines, où il y a des photos notamment de drones qui se sont crashés et d'autres armes. Donc pour répondre à votre question, oui, nous pressentions que tout pouvait basculer à tout moment et que l'Azerbaïdjan pouvait prendre le territoire total, même du cœur historique du Haut-Karabakh, mais cela ne voulait pas forcément dire, selon nous et selon nos analyses, que la guerre pouvait s'arrêter du jour au lendemain si des combats rapprochés avaient pu avoir lieu. L'Arménie, parlons un petit peu plus des journalistes maintenant, a été plutôt ouverte aux journalistes, elle a ouvert ses frontières et a donné accès au Karabakh pendant le conflit aux journalistes, des médias internationaux, des médias locaux. Moi-même j'étais sur le terrain et j'ai pu rencontrer pas mal de journalistes de médias internationaux qui me disaient qu'en fait, ils avaient dû quand même pas mal insister pour que leur rédaction les envoie dans le Haut-Karabakh. Donc, ce qui me semble un peu bizarre parce que je me suis dit à ce moment-là, mais enfin, c'est un conflit, c'est une guerre, qu'est-ce qu'il faut pour convaincre? Pourquoi est-ce qu'il faut convaincre? C'est évident. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de hiérarchie de l'information ici? Et puis finalement, est-ce que les médias en général ont eu un impact quelconque dans cette guerre? On en parle maintenant, mais c'est comme si les médias en avaient parlé, mais qu'au final, ça n'a pas eu d'impact auprès des gens. Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait cet impact? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, il
il faut se mettre même à la place de gens qui sont plutôt aguerris sur les conflits armés ou sur l'information, les journalistes, ou des gens qui sont passionnés de géopolitique ou de toutes ces questions-là. Malheureusement, je pense que le Haut-Karabakh est très mal connu. Et la preuve, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont appris que c'était un conflit qui opposait Arméniens et Azerbaïdjanais, s'ils ne connaissaient pas bien le dossier et le conflit, puisque comme vous le savez, la première guerre au début des années 90 n'a pas été très médiatisée, c'était en même temps que le génocide au Rwanda, que la guerre en Tchétchénie ou que des guerres dans les Balkans. Et pourtant, il y a quand même eu 30 000 morts. Je pense que les gens déjà ne comprenaient pas ce qu'était le Haut-Karabakh, ils devaient penser que c'était une province de la République arménienne actuelle qui était en train de faire sécession. Là, je parle vraiment de ceux qui peut-être ne comprenaient moins bien le conflit. D'autres avaient peut-être compris qu'il y avait une première guerre et que c'était une république indépendante et démocratique, mais ne comprenaient pas vraiment toutes les nuances de ce conflit. Ça, c'est le premier point. Donc, ça peut déjà être un petit peu abstrait pour certains gens, certaines personnes. Le deuxième point, je pense que les élections américaines, alors c'est une explication et non pas une excuse, bien évidemment, ont pris tout sur leur passage pendant 2 semaines entre les anticipations, entre les élections et les attentes de résultats. Ça a énormément joué et ça m'a été confirmé avec une totale transparence et honnêteté par les rédactions. L'autre point, je pense qu'un conflit armé, en général, on pense qu'on peut l'appréhender sur le moyen terme, car il y a plus de longues ou moyennes guerres que de guerres éclairs. Et autant le tout début du conflit, je pense, a été plutôt pas trop mal couvert. Ça a été assez réactif, d'ailleurs des deux côtés. Ensuite, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan, et c'est là qu'ils ont, je trouve, un petit peu fauté dans leur argumentaire, puisqu'ils disaient que, au fur et à mesure de la guerre n'était pas assez couverte de leur côté, mais on avait envie de leur dire, si vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous n'acceptez pas plus de journalistes? Puisqu'évidemment, s'ils n'en acceptaient pas beaucoup plus, c'est qu'ils ne voulaient pas que la communication soit en leur défaveur, bien évidemment. Moi, ce que je peux vous confirmer, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est que nous avions un champ libre total. Bien évidemment, la première ligne de front, et même à peu près à 2-3 km de la ligne de front, nous était interdite pour des raisons bien évidemment sécuritaires. Mais lorsque Chouchi et que l'armée azerbaïdjanaise était positionnée à seulement quelques kilomètres dans la vallée et que des saboteurs en première ligne commençaient à remonter, nous avions encore accès jusqu'à quasiment les dernières heures avant l'évacuation. Nous n'avions pas d'obstruction pour aller à Chouchi, seulement des recommandations fortes de ne pas y aller lorsque les bombardements étaient trop intensifs. Et donc, au niveau de la couverture en elle-même, oui, je pense aussi qu'il y a un paramètre sécuritaire qui est, malheureusement, moi je le déplore, mais il est compréhensible, que dans certains pays occidentaux, les mesures sécuritaires sont très importantes. Des blessés ou des décès de journalistes sur certains conflits ont pu un petit peu refroidir certaines rédactions et ont peur de les envoyer. Après, il faut distinguer les salariés et les freelances comme moi. Moi, j'étais prêt à signer des décharges, je l'ai même fait. J'en assumais toutes les responsabilités. Et c'est vrai qu'il y a un vrai débat entre protéger les journalistes et pas la liberté, mais l'obligation, je dirais, d'informer. Et pour faire une synthèse de tout ce que je viens de dire, je pense qu'effectivement, cette guerre aurait pu être davantage couverte. Je pense qu'elle l'a été bien au début, bien en ce moment, maintenant que c'est terminé. Les 10 derniers jours ont été pour moi très très mal couverts, et ça coïncidé avec les élections américaines, et je le déplore vraiment. Après, je ne suis pas là pour faire un procès d'intention aux médias, mais j'ai pu publier un article dans la revue Diplomatie. J'aurais aimé en publier davantage dans d'autres médias. On a discuté avant de faire cette interview et on parlait du fait que vous me disiez que vous couvriez surtout les régions où il y a 2 partis et l'un des partis est plus victime d'une guerre ou en tout cas plus faible. Et vous m'avez dit que dans ce cas-là, c'était concrètement l'Arménie. Donc vous en êtes venu à cette conclusion parce que vous avez vu des choses sur place. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur place justement? Oui, alors sur place, ce qui m'a le plus marqué, c'était déjà une sorte de banalisation, je dirais, de notre point de vue de journaliste. En fait, on s'habitue, c'est tragique, mais on s'habitue très rapidement au bruit des bombardements, au sol qui vibre, aux murs qui vibrent, et ça c'est très effrayant au début. Et finalement on s'y habitue, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose en soi, mais qui montre
que une guerre, finalement, ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on finit par s'y accommoder. Bien évidemment, par instinct de survie et aussi par obligation professionnelle de couvrir l'événement. Ce qui m'a le plus marqué, je vais sans réfléchir comme ça, la chose qui m'a le plus marqué, c'est les mamans, les mères des enfants qui étaient au front. Donc là, c'était essentiellement évidemment des mères originaires de Stepanakert ou de la région, mais j'ai fait une rencontre incroyable aussi. C'était une femme qui était venue depuis Erevan pour aider, pour faire notamment le ménage dans le centre de presse, parce qu'elle s'inquiétait, qu'elle savait que son fils était au front et elle n'avait pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Elle était les yeux au bord des larmes tout le temps et elle n'avait de cesse de dire je veux juste la paix, aidez-nous, aidez-moi. Il n'y avait aucun sentiment de revanche ou de violence. Et je pense que la population ici était à la fois entre un déni de la situation en imaginant qu'elle pouvait à tout moment regagner la guerre et en même temps avec un sentiment de désespoir total, de se dire ça recommence, c'est la 3e fois. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires, notamment dans les abris souterrains, où les gens, bien évidemment, les rares personnes qui étaient encore au Haut-Karabakh après la première vague d'évacuation, comme vous le savez, dans les premiers jours de la guerre, environ entre 20 et 40% de la population vivait dans les souterrains. J'ai fait des rencontres formidables, très très émouvantes, très poignantes, et on sentait vraiment cette envie d'aller au-delà de la guerre, et il n'y avait pas d'expression de trop de violence, c'était vraiment de tristesse et de volonté de paix. Ça contraste beaucoup avec ce qui est en train de se passer aussi ici. Donc à Erevan même, la situation est plutôt tendue puisqu'il y a depuis quelques jours des manifestations demandant le retrait de la signature de cessez-le-feu qu'a signé Nicole Pachinian le 9 novembre. Et il y a également aussi une demande de certaines personnes qui manifestent de sa démission. Et donc on a l'impression qu'il y a 2 groupes de civils qui sont en train de se confronter, ceux qui disent que c'était une bonne chose parce que ça a sauvé des vies, et l'autre partie de cette masse qui dit que non, cette guerre devait se poursuivre parce qu'on ne peut pas être des perdants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre point de vue journalistique et de l'extérieur aussi? Alors, c'est une excellente question parce qu'elle est extrêmement importante et à la fois difficile pour moi dans la mesure où je n'ai pas envie d'être une sorte de médiateur illégitime de ce conflit, car bien évidemment, il est beaucoup plus facile pour moi, qui n'ai pas d'origine arménienne, d'arriver à essayer de prendre de la hauteur dans une optique de pacification et d'apaisement des esprits. Bien évidemment, pas de moralisation, vous le comprenez bien. Alors mon avis, c'est que ce que j'ai noté tout de même, c'est que quand j'étais dans les manifestations, je crois que c'était il y a 4 jours, devant le Parlement, déjà j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas tant de gens que ça, et surtout qu'ils étaient extrêmement calmes et pacifiques. Ça déjà, j'ai trouvé ça très positif. Et ce que j'ai compris, puisque je discute beaucoup, bien évidemment, en privé avec des gens, donc en dehors des caméras ou en dehors des rassemblements officiels, et dans les premiers jours, j'ai vu énormément de colère. Maintenant, je vois davantage de tristesse, mais avec plus de raison. Et le sentiment que j'ai, c'est que la société a compris qu'il fallait absolument, la priorité, c'était de ne pas se diviser. Et la réponse, l'explication est logique, et vous pouvez en témoigner bien mieux que moi, c'est qu'il y a eu la révolution de velours il y a 2 ans. Il y a quand même des acquis très importants qui sont arrivés depuis. En plus, on traverse une crise économique et sanitaire mondiale gravissime. Et je pense que, c'est mon sentiment peut-être idéaliste, j'ai énormément confiance au peuple arménien parce que je pense vraiment qu'ils ont conscience de cela. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas discuter de manière très argumentée et très ferme sur des sujets. Il faut évidemment que le Premier ministre et le gouvernement rendent des comptes clairs et précis et qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat, c'est très important. Il faut que les arguments pour le cessez-le-feu soient exposés, il faut que des gens puissent avoir des contre-arguments, mais si c'est dans un climat plutôt apaisé et constructif, je pense que c'est positif. Et finalement, quand on voit la situation actuelle, j'ai envie de dire, essayons de regarder le verre à moitié plein. Et lorsque je sais que, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais je dirais qu'il y a environ 2/3 de la population du Haut-Karabakh qui vit dans la partie qui reste arménienne, puisque la moitié de la population est à Stepanakert et que les plus grandes villes sont plutôt dans le cœur historique de la République autoproclamée de 1991.
Je pense que, bien évidemment, beaucoup de gens sont encore traumatisés et ne reviendront pas de sitôt. Mais qu'en sera-t-il dans quelques années? Et je pense que, pour finir sur ce que je dis et répondre en partie à la question d'avant, c'est que ce qui me rendait le plus anxieux lorsque j'ai quitté un petit peu en catastrophe Stepanakert il y a une semaine, c'était de me dire, tiens, cette ville de Stepanakert va être entièrement transformée avec des nouveaux logos azerbaïdjanais, avec tout va être changé et réhabité. Au moins, ce cœur, finalement, au niveau de la population, puisque c'est 60 000 habitants, je crois, ou 70 000, reste arménien, et ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Puis dernière question, depuis le cessez-le-feu, il y a aussi une partie de la population très optimiste, à vrai dire, qui parle d'une possibilité dans un futur proche ou avec la cessation des hostilités, d'avoir une opportunité d'ouvrir les frontières, d'avoir un échange diplomatique, voire économique avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, puisque en quelque sorte ça met fin à une partie du conflit. Vous, par contre, en 2017, justement, ici on n'a pas trop conscience puisqu'on est très peu en contact avec les Azerbaïdjanais, ça arrive très très peu, donc on n'a pas une idée générale du sentiment qu'ils éprouvent envers les Arméniens. Pour la plupart, c'est plutôt négatif. Mais vous, en 2017, vous étiez justement rendu en Azerbaïdjan incognito pour effectuer un travail journalistique sur place, pour savoir, pour un peu jauger l'état d'esprit des Azerbaïdjanais envers les Arméniens également et autour de ce conflit. À votre avis, suite à votre expérience, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que c'est vraiment concevable d'avoir cette espèce de relation un peu plus cordiale entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais? Je dirais que théoriquement, c'est tout à fait possible, car il ne faut pas oublier une chose, c'est que si Ilham Aliyev a déclaré cette guerre, qui était bien évidemment préparée de longue date, puisqu'il y avait déjà eu la guerre des 4 jours en 2016, stoppée net par les Russes, c'était une obligation pour lui dans le cadre de sa légitimité politique, puisque si vous regardez dans l'histoire, à chaque fois qu'une guerre est déclarée au Karabakh, il y a toujours un problème d'effondrement des cours d'hydrocarbures mondiaux, et notamment dans une république comme l'Azerbaïdjan qui a une économie pas du tout diversifiée et qui en dépend fortement. Donc je dirais que, si on peut dire ça entre guillemets, le gouvernement azerbaïdjanais est un petit peu soulagé de sa tactique de reconquête et devrait logiquement être plus apaisé pour tendre la main, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques semaines et qu'il y a quelques années. Ensuite, il y a un autre facteur, donc comme vous le disiez, j'ai rencontré ces populations sans dévoiler mon identité de journaliste au début, parce que je ne voulais pas bien évidemment être suivi tout le temps, comme des confrères de France 24 l'ont dit de manière très noble et très honnête à l'antenne en disant qu'ils avaient des gens du gouvernement derrière eux pendant qu'ils faisaient l'enquête. Donc je me suis rendu auprès des populations à Barda notamment et à Ganja, et j'ai vu une jeunesse qui était très respectueuse, une fois mon amitié acquise, du fait que j'allais aller dans un second temps via la Géorgie, en Arménie, au Karabakh. Bien évidemment, ils étaient surpris, mais ils m'avaient souhaité bonne chance et ils m'avaient dit que, et bien évidemment, au fond d'eux, il y avait une sorte de curiosité qui les titillait de pouvoir rencontrer ces populations. Bien évidemment, la génération qui a connu la Première Guerre, eux, sont beaucoup plus braqués, et surtout, j'ai compris comment les mécanismes de pensée étaient réalisés, puisqu'il y a autant on le sait très bien pour la Turquie d'Erdogan en particulier, en Azerbaïdjan, il y a une négation, tout simplement une impasse totale sur le génocide arménien. Donc ça c'est clair, on me l'a précisé, ce n'est pas écrit dans les livres d'histoire. En plus que d'être dénié, c'est totalement une impasse. Donc forcément, c'est assez intéressant de constater que même en ayant ce sentiment patriotique très fort et cette haine un peu inculquée des Arméniens, la plupart des gens, tout en pensant ça, notamment les 20-35 ans, peuvent arriver à vous dire explicitement, en privé bien sûr, notre président est un dictateur, en utilisant le mot dictateur, pas autocrate. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils peuvent à la fois détester leur président, pour les raisons de corruption économique et tout ça, et en même temps arriver à être complètement imprégné de cette longue propagande qui a pris des années. Donc pour finir sur votre question précise sur l'ouverture, je pense que, bien évidemment, tout dépendra de l'État, donc ça va être compliqué au niveau des rapprochements. Ce qui pourrait éventuellement être fait, qui avait tenté d'être fait une dizaine d'années, c'est au moins des rapprochements par Internet ou dans des États tiers, des rencontres, je ne sais pas, entre étudiants
ou entre... Ce qui est déjà fait en soi. Ce qui est déjà fait, oui, même... mais j'ai pas trop suivi, j'avoue, depuis 10 ans, parce que beaucoup d'activistes avaient été écartés par le pouvoir, et il y avait de ce que j'avais compris, il y avait une sorte de fléchissement de cette tendance qui était plutôt positive à la fin des années 2000 et qui s'était un petit peu ralenti, notamment quand les investissements liés à l'armement ont explosé du côté azerbaïdjanais en 2010-2012 avec le rapprochement avec Israël et la question des drones et tout ça. Donc cette question est vraiment intéressante. Moi je suis un optimiste, donc je dirais que oui. Après il va falloir des années quand même pour cicatriser tout ça. Mais je pense que paradoxalement, et c'est pour ça que votre question est très intéressante, il y a plus de chances d'arriver à une tentative de rapprochement après cette guerre qu'avant. Merci beaucoup pour cette discussion. Je vous en prie. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.